Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons s'entretenir autour d'un thème qui est très intéressant et en même temps difficile. Ce n'est pas du tout pour vous décourager. Ce thème, c'est la psychologie de la douleur. Vous savez qu'on a commencé à s'intéresser à cette question grâce au psychologue Wilbert Fordyce en 1976, qui était le premier à avoir ouvert la porte à tous les aspects psychologiques de la douleur. Je ne suis pas psychologique, mais je pense que tous les soignants doivent connaître au moins les fondements de la psychologie de la douleur, qui fait l'objet de notre cours aujourd'hui. Par sa nature subjective, dépourvue de marqueurs biologiques et échappant à toutes les imageries conventionnelles, la douleur a longtemps été sous-estimée. Il n'est évident pour personne de reconnaître sa réalité, ce qui explique la difficulté de la question. Hippocrate avait dit, 400 ans avant Jésus-Christ, que le principe, l'élément essentiel de la médecine était de guérir quelquefois, de soulager souvent, mais de toujours consoler. Donc vous voyez, on va voir ici l'intervention de la psychologie. Et pour améliorer les données de cette question, on a établi un plan qui est le suivant. Donc nous allons passer par ce plan qui comporte premièrement une introduction qui est riche, dans laquelle nous allons donner la définition de la douleur, comment réussir un traitement de la douleur d'une manière générale et quels sont les pièges d'une mauvaise compréhension de ce trouble, qui est l'objectif donc essentiel de la question. Deuxièmement, nous allons voir les réactions psychologiques à la douleur, les différentes réactions. Ensuite, l'évaluation psychologique du douloureux, donc du malade qui se plaint de la douleur. Et enfin, quelle est la prise en charge du douloureux, qu'il s'agisse d'une douleur aiguë ou alors d'une douleur chronique qui réellement, elle, qui pose problème de prise en charge thérapeutique et qui fait intervenir toute une équipe pluridisciplinaire. Et enfin, les conclusions dans lesquelles nous allons rapporter les synthèses, les mots-clés, les éléments clés de la question qu'il faut connaître pour étayer cette question qu'est la psychologie de la douleur. Alors, c'est quoi la douleur? Par définition, dans le langage populaire courant, la douleur prend plusieurs significations. Elle peut être définie comme étant un trouble, comme étant un état de tristesse. Donc le patient, il vient pour un état de tristesse et en poussant l'interrogatoire, il va rapporter une souffrance. Donc ça peut être souffrance. Elle peut être considérée comme une maladie. D'ailleurs, dans le temps, la douleur était une maladie qu'il fallait prendre en charge et traiter. Le malade, quand il se présente, il vous dit « je suis malade » avant de dire « j'ai une douleur ici ou là-bas ». Okay? Et donc, ce qu'il faut savoir, et ce qui rend la prise en charge de cette question difficile, c'est qu'il s'agit d'un trouble subjectif qui fait intervenir la conscience. On sait très bien que pendant le sommeil ou durant une anesthésie générale, le patient ne souffre pas. Et donc la conscience, elle est indispensable pour ressentir la douleur. Ce qui donc rend ce phénomène subjectif, ce qui confirme l'évidence de la subjectivité de la douleur. Et cette subjectivité, elle est individuelle, c'est un trouble individuel. Personne ne ressent la douleur à la place de l'autre. Et on ne peut pas la calculer, on ne peut pas la palper, on ne peut pas la toucher. Donc c'est un trouble qui est carrément et purement subjectif. Ce n'est pas comme le fait de prendre une tension artérielle. C'est un symptôme
quand on trouve une hypotension, une tension basse ou élevée, c'est objectif. On voit le chiffre bas ou alors on voit le chiffre élevé. Le fait de prendre la température, le fait de calculer la fréquence cardiaque, le fait de palper une masse. Donc ça, tout ça, il y a une objectivité, c'est palpable. Par contre, la douleur, ça reste une expérience désagréable, subjective et surtout individuelle. C'est pourtant un phénomène qui est très réel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut qu'écouter le patient, écouter la description verbale du patient qui, lui, décrit sa douleur. Et il faut donc accepter la réalité de la douleur. Toute la difficulté réside dans ce point-là. Comment accepter la réalité de la douleur? Je dirais, j'ai employé une expression en faisant le cours en présentiel, comment objectiver la subjectivité du symptôme. On va écouter le patient. On n'a pas une autre solution. On va l'écouter, écouter la description verbale qu'il va nous donner. Observer les changements du comportement au moment de sa douleur, les changements d'attitude, la mimique quand il décrit sa douleur, pour essayer de rentrer en profondeur du symptôme et essayer, si j'ose dire entre guillemets, objectiver la subjectivité de cette douleur. Et habituellement, le traitement, il se confond avec celui de la cause, surtout quand il s'agit d'une douleur aiguë, récente, qui ne se répète pas. Je l'ai dit en introduction, le réel problème, c'est quand la douleur est chronique, elle est ancienne et qu'elle dure plusieurs mois ou années, on va voir en détail plus tard. Et donc, vous voyez, la douleur, elle devient réellement une maladie à traiter à condition d'assurer quelques éléments fondamentaux. Quels sont les éléments fondamentaux qui vont nous aider et aider le malade à réussir le traitement? Le premier, on l'a bien dit, comprendre la nature de la douleur. Il faut comprendre et avoir dans l'esprit quels sont les mécanismes qui ont entraîné ces douleurs et quels sont les facteurs qui permettent, enfin qui sont responsables d'entretenir cette douleur, de l'amplifier. Il faut bien connaître les différents mécanismes. Accepter deuxièmement la réalité de la douleur. Comment le médecin qui écoute, qui est là pour écouter ce patient et qui fait confiance à la description verbale de la douleur qui est donnée par le patient lui-même, comment il va réussir à accepter la réalité de la douleur. Il doit faire la part des choses. Est-ce que la douleur existe réellement? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce que cette douleur est surestimée? Est-ce qu'elle est sous-estimée? Et tout ça, il va faire intervenir tous les profils psychologiques du patient, toutes les circonstances de survenue de cette douleur et le comportement du patient face à sa douleur. Et donc, ça devient vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Et troisième élément très important, c'est adhérer au traitement prescrit. Le malade, il doit adhérer. Pour adhérer, il doit faire confiance à l'équipe soignante. Et pour faire confiance à l'équipe soignante, c'est le médecin qui doit réussir cette étape. C'est lui, avec son contact qu'il établit, la relation qu'il établit avec son malade, fait que ce patient ait confiance en lui ou pas. Donc c'est une large tâche d'objectiver un symptôme qui est raconté. C'est une large tâche de réussir une relation sincère avec le patient afin de pouvoir réussir la prise en charge thérapeutique. Et là, plusieurs patients, on sait très bien qu'ils assimilent la sensation de la douleur à la cause. Donc ils appréhendent, ils ont une idée, telle douleur localisée au niveau de telle région, ça peut prédire telle maladie. Donc l'expression à cette douleur va dépendre à l'origine de la douleur à laquelle il pense. Mais il faut essayer de corriger ces données et d'expliquer au patient que le patient c'est un tout et ce n'est pas, il n'y a pas de séparation entre ce qu'il ressent, donc entre l'organique et entre l'esprit. Cette confusion est entretenue par le fait que la majorité des douleurs sont aiguës et que le traitement va résoudre le problème de la douleur. Par contre, pour la douleur chronique, le traitement est plus compliqué et il va faire intervenir toute une équipe pluridisciplinaire et il s'agit là d'une expérience douloureuse qu'il faut apprendre dans son ensemble. Alors, quels sont les pièges qui peuvent survenir
et vont permettre, ils vont engendrer une mauvaise compréhension de la douleur. Alors, il y en a deux pièges. Le premier piège, on l'a bien dit, c'est le caractère subjectif et individuel de la douleur. Individuel. C'est au cas par cas. Cette douleur qui va faire penser à l'entourage, mais notamment le médecin qui nous intéresse, c'est lui qui est en train de prendre en charge ce malade, il risque d'accuser le malade de se plaindre d'un trouble imaginaire. Et ça pose réellement problème parce que le médecin, il va ou alors sous-estimer ce trouble ou alors surestimer ce trouble. Deuxième chose, le deuxième piège qui fait qu'on risque de ne pas bien comprendre ce problème, cette douleur, c'est que dans la majorité des cas, et c'est très fréquent, on continue à séparer entre corps et esprit. On continue à séparer entre somatique et psychologique. Et une telle séparation n'est pas autorisée, notamment devant la douleur chronique. C'est normal, c'est tout à fait logique qu'un patient qui présente une douleur qui est douloureuse pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, impossible qu'il y ait une séparation entre son corps et son esprit. C'est tout à fait normal qu'il y ait un retentissement psychologique. Et ce retentissement psychologique va engendrer une complexité du problème. Et cela s'explique par le fait que dans la majorité des cas, les douleurs que nous éprouvons, ce sont des douleurs courtes. Donc, mais au moment, une fois on a une douleur qui est dure, à ce moment-là, ça va poser problème et il y aura des répercussions obligatoires, habituelles et obligatoires au niveau psychologique. Alors, quand il s'agit d'une douleur aiguë, en principe, le problème ne se pose pas. C'est un signal d'alarme qui va attirer vers une lésion anatomique, donc vers un organe bien défini qui s'ouvre. À ce moment-là, la douleur n'a été qu'un élément d'orientation. Le problème qui se pose là aussi, c'est qu'on va directement vers la cause, on traite la cause automatiquement, on fera disparaître la douleur, mais on a oublié d'analyser la douleur. Cette douleur, elle peut avoir un retentissement s'il s'agit d'une maladie aiguë mais grave, donc avec un état d'angoisse qui fait que, en attendant de traiter la cause, il faut penser à soulager le patient sur le plan psychologique par rapport à cette douleur qui risque de retentir sur le côté psychologique. Et cette donnée est généralement familière à la fois pour le malade et également pour les médecins. Donc, maintenant nous allons passer aux différents chapitres que nous allons étudier pour permettre d'expliciter et pour permettre d'étayer la question de psychologie de la douleur. Donc, premièrement, quelles sont les réactions psychologiques à la douleur? On va voir d'abord la dimension psychique de la douleur et bien sûr automatiquement quels sont les facteurs qui interviennent dans la perception de la douleur. Donc la dimension psychologique de la douleur, elle est individuelle. La douleur, elle peut avoir des dimensions très différentes chez le même individu. La même douleur peut être ressentie d'une manière différente chez le même individu et cela dépend des circonstances de vie de l'individu pendant lesquelles la douleur survient, qu'elle soit, ces circonstances qu'elles soient ponctuelles ou conjoncturelles. Et également, entre les individus, une même douleur n'est pas ressentie de la même façon. Et là, c'est très simple à imaginer. Donc, on parle d'une subjectivité de perception de la douleur. Alors, non seulement la douleur est un symptôme subjectif, mais la perception de la douleur est également en rapport avec, la perception de la douleur est en rapport avec plusieurs facteurs. Donc, il y a une subjectivité de la perception de la douleur qui fait que la question là aussi, elle va être compliquée. Et cette subjectivité va dépendre de plusieurs facteurs.
quels sont les facteurs de perception psychique de la douleur. Ils sont très nombreux. On va essayer de faire passer les facteurs les plus intéressants et les plus fréquents. Premièrement, le type de la douleur. Le type de la douleur peut engendrer des réactions émotionnelles inappropriées ou exagérées, surestimées ou sous-estimées. Par exemple, une douleur insidieuse et progressive dans le temps et dans l'intensité peut alarmer le patient et il peut l'interpréter comme une annonce d'une maladie grave. Il se voit douloureux et cette douleur, elle augmente avec le temps et elle augmente dans l'intensité. Pour lui, ça ne prédit qu'une maladie grave pour lui. Or, ce n'est pas obligatoire. Deuxièmement, la répétition de la douleur et l'intermittence. Douleur paroxystique, apparaît qui revient. La répétition et intermittence de la douleur peut également prédire pour le malade l'extension d'une maladie ou alors l'incurabilité d'une maladie. Troisième type de douleur, c'est la douleur brutale et intense, dont on a parlé. Une douleur brutale et intense qui va entraîner un état d'angoisse. Elle aussi peut être alarmante et entraîner une réaction surdimensionnée. Les organes cibles. Les organes cibles, on parle ici d'organes vitaux. L'organe vital le plus redoutable, c'est le cœur et le cerveau. Donc là, une douleur, on va imaginer thoracique gauche. Cette douleur va faire penser à une crise cardiaque. Et donc, automatiquement, elle va être surdimensionnée. Il y aura de fortes émotions pour interpréter une douleur thoracique gauche. Elle n'est pas obligatoirement, bien sûr, due à une origine cardiaque, mais le malade, il appréhende. Pour lui, ça ne peut être que le cœur. L'âge, un âge avancé, un sujet âgé réagit avec de fortes émotions à une douleur, même banale soit-elle. Pourquoi? Pour lui, c'est une conduite vers la mort. Ça signe la fin de sa vie. Par contre, le sujet jeune, et c'est là aussi c'est très grave, le sujet jeune sous-estime l'importance d'une douleur. Parce que intérieurement, refuse la survenue, l'existence d'une telle ou telle maladie. Et donc, le médecin, s'il ne prend pas en considération tous ces facteurs, il risque de surdiagnostiquer ou alors sous-diagnostiquer une douleur, l'origine de cette douleur. Les maladies, l'existence d'une maladie chronique sous-jacente. À chaque survenue d'une douleur, quelle que soit son origine, le patient ayant un antécédent de maladie chronique, pour lui, la survenue de cette douleur, elle est liée à sa maladie et ça signe l'aggravation de sa maladie. Ça signe l'aggravation évolutive de sa maladie qui va le conduire peut-être à la mort. Et enfin, certaines personnalités, on a des personnalités anxieuses et narcissiques qui, elles aussi, répondent avec une surcharge émotionnelle à n'importe quelle douleur. Les troubles psychiatriques. Les troubles psychiatriques, eux aussi, représentent un facteur important dans la subjectivité de n'importe quelle douleur, notamment les schizophréniques. Les schizophréniques minimisent n'importe quelle douleur car ils veulent minimiser le risque d'annonce d'une maladie grave. Par contre, les hypochondries, qui ont des troubles, c'est des patients qui font des expressions physiques sans qu'il y ait de substratum anatomique. Pourquoi ils font ces expressions? C'est des personnes qui réagissent alors qu'il n'y a pas de substratum anatomique, donc c'est purement fonctionnel parce qu'ils appréhendent une maladie qui va menacer leur intégrité. Donc vous voyez, si on continue à citer tous les facteurs qui interviennent dans la perception subjective de la douleur, on ne va pas en finir. On a choisi quelques éléments qui sont très fréquents. C'est le type de la douleur, l'âge du malade, l'existence d'une maladie sous-jacente, la personnalité du patient et l'organe cible. D'ailleurs, il y a une expression, le maladie vient chez vous quand il a par exemple une douleur thoracique gauche. Ça peut être une douleur purement musculaire, un point de côté. Il vient vous dire je suis malade et j'ai un problème cardiaque.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous souffrez de quoi? Il vous dit j'ai une douleur thoracique basse. Vous voyez, il y a une appréhension chez le malade. Deuxième chapitre, on va voir, plutôt après l'introduction, c'est le troisième chapitre, l'évaluation psychosociale du malade. L'évaluation psychosociale, c'est-à-dire réaction psychologique et douleur, et enfin la dimension psychique de la douleur aiguë, avant de passer à la douleur chronique. Alors, les réactions psychologiques, c'est simple. La douleur, elle s'accompagne de difficultés, c'est un résumé, difficultés psychologiques, donc c'est un fait habituel et il est obligatoire. Mais le problème, c'est que on risque de prendre le malade pour un cas imaginaire, pour un malade mental. La difficulté est, il faut admettre le médecin, il doit accepter, il doit comprendre la nature de la douleur de son patient et il doit accepter que cette douleur, elle va retentir sur le psychologique du patient. Bien sûr, on parle de la douleur chronique. Donc, quand il s'agit de douleurs qui durent plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs années, il y aura obligatoirement, quel que soit l'accompagnement du malade, quelle que soit la prise en charge thérapeutique entre-temps du patient, il y aura obligatoirement des difficultés et un retentissement psychologique. Et donc c'est un fait habituel et obligatoire, mais le problème, on risque de prendre le malade pour une personne, pour un malade mental. Et deuxièmement, la dimension psychique de la douleur aiguë, là on en a parlé dans l'introduction, c'est quand il s'agit d'une douleur aiguë, mais dont la cause est un problème aigu qui va peut-être, par exemple, la cause pose une indication, la sanction chirurgicale. Donc vous voyez par exemple une douleur fossiliaire droite. On sait que c'est le traitement, c'est l'intervention chirurgicale. Cette douleur, elle est angoissante pour le patient. Mais le médecin oublie totalement la dimension psychique. Elle n'est pas analysée, elle est totalement ignorée. Il s'occupe de la prise en charge purement thérapeutique de la cause. Or, la plainte douloureuse, elle exprime aussi bien la douleur physique ressentie par le patient et la douleur et la souffrance psychique. Mais le médecin ne différencie pas entre les deux. Il peut considérer cette souffrance comme étant purement une souffrance physique et il oublie d'analyser la souffrance psychique. Et ça, c'est l'erreur. C'est-à-dire que là, normalement, il faut intervenir pour donner un traitement pour soulager la souffrance psychique en attendant de traiter la souffrance physique. Et dans ce sens, nous allons voir maintenant la prise en charge purement dite de la douleur. Alors, pour étayer ce chapitre, on va voir le constat sur la prise en charge de la souffrance psychique de la douleur aiguë, la prise en charge purement dite de la douleur aiguë. Ensuite, on s'occupera de la douleur chronique. Alors, devant la persistance de la plainte du patient. Alors, on a expliqué, le médecin, il n'hésite pas à mettre en route un traitement antalgique, alors que la souffrance psychologique n'est pas considérée. Elle n'est pas prise en compte. Donc, si on vous propose, si la souffrance psychologique est prise en compte, il faut savoir qu'il faut mettre un traitement médicamenteux, au lieu de laisser le patient raconter sa souffrance. On sait que c'est aigu, on connaît la cause, on va traiter la cause, on va disparaître la douleur. Mais en attendant, essayez de minimiser le retentissement psychologique en mettant une prescription médicamenteuse. Quels sont les éléments qui vont constituer la part psychique de la douleur aiguë? On a surpassé ça en faisant donc la question. C'est en fonction du choc lésionnel. Quand il s'agit de dégâts corporels, c'est normal que la souffrance psychologique soit énorme. C'est normal qu'il y ait une angoisse qui est liée à cette éventualité diagnostique.
le patient, en même temps et parallèlement, il va penser au changement de modification de vie. Il va penser à son pronostic vital. Il va penser à son devenir. C'est instantané, même dans un temps très limité. Donc, en fonction des dégâts, quand il s'agit de dégâts corporels énormes, pensez à prendre en charge immédiatement le côté psychologique. Donc, l'origine de la douleur aiguë, qui va entraîner une angoisse. Également, l'angoisse peut être liée à un passé antérieur, que ce soit chez le malade lui-même ou alors dans l'entourage du malade. Un passé douloureux aigu, au cours duquel on n'a pas pu calmer le patient. Et donc cette fois-ci, ce patient, quand il présente une douleur, même aiguë soit-elle, il va appréhender, il va penser à cette expérience qui a échoué dans le passé. Une psychopathologie sous-jacente peut également donner des réactions exacerbées. Et les facteurs d'environnement. Tout événement concomitant à la survenue de cette douleur, c'est-à-dire un événement à caractère de gravité. Cet événement va engendrer une surdimension de la douleur, même quand il s'agit d'une douleur aiguë. Par exemple, un état de détresse ou de tristesse, un décès concomitant, par exemple, et que le malade présente une douleur pour n'importe quelle raison. C'est tout à fait normal que l'expression de cette douleur-là va être surdimensionnée parce que l'environnement est défavorable en ce moment. Maintenant, la prise en charge du malade présentant une douleur chronique. C'est le malade. Alors, il y a deux cas de figure de problème. Le malade qui pose un problème de douleur aiguë, qui normalement à l'état fréquent, il n'y a pas de problème, on traite la cause et on va automatiquement traiter, faire disparaître la douleur. Dans ce cas de figure, il y a des situations particulières où la douleur aiguë est surdimensionnée parce qu'il y a plusieurs facteurs, et on en a vu, parce qu'il y a un passé dans lequel on a échoué à traiter la douleur, parce que le dégât corporel actuel est énorme et qu'il faut redouter un changement de vie du patient, un pronostic vital qui risque d'être mis en jeu. Parce qu'il y a plusieurs facteurs, parce qu'il y a un environnement qui est défavorable actuellement. Ça, c'est un cas de figure atypique qui peut rendre la prise en charge de la douleur aiguë quand même assez difficile. Et là, la solution, c'est qu'il ne faut pas oublier, même devant une douleur aiguë, d'apparition récente, de courte durée, il ne faut pas oublier à mettre en route une prescription médicamenteuse du profil psychologique. Le deuxième cas de figure, c'est la prise en charge de la douleur chronique. La douleur chronique, c'est-à-dire c'est une douleur qui dure plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Cette douleur a automatiquement et obligatoirement un retentissement psychologique. Et là, la prise en charge, elle doit être pluridisciplinaire. Un malade qui a une néoplasie, par exemple, on est en train de traiter sa néoplasie. Mais la douleur, il faut la prendre en charge à part. C'est une douleur insupportable. C'est une douleur qui retentit sur le psychologique. Il faut une prise en charge multidisciplinaire. Le médecin traitant, le psychologue et le psychiatre. C'est facile de faire intervenir cette équipe. Mais ce qui est difficile, c'est faire accepter au malade cette démarche. Parce qu'il risque de prendre ça du mauvais côté. Il risque de penser qu'on est en train de le prendre pour un malade imaginaire. Alors, pour réussir cette discussion avec le patient, c'est le contact. Le premier contact avec ce patient douloureux chronique risque d'être difficile parce que ce malade est délicat, ce malade est frustré, ce malade a une appréhension par rapport à ce problème. Donc, comment on va réussir cette prise en charge avec ce malade qui est déjà un malade délicat? C'est le contact qui doit être réussi. Et ce contact, on en a parlé quand on a fait le dossier médical. La pièce maîtresse de la réussite d'une prise en charge d'un malade, c'est le contact. Quand on réussit le contact avec le malade, on a réussi la relation de confiance avec le malade et on va réussir, Inch'Allah, la prise en charge de ce malade. On ne peut pas finalement accepter
la réalité de cette douleur si on n'a pas réussi une relation avec le malade qui va nous donner le maximum de renseignements. Donc, on va réussir avec lui l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter le patient, lui donner du temps, prendre du temps avec le patient. Il faut faire preuve d'empathie. Il faut croire à ce qu'il raconte. Bien sûr, ne pas tout croire, mais l'écouter et faire la part des choses. Personne ne pourra faire la part des choses entre ce qu'il raconte est surestimé ou alors sous-estimé. Entre est-ce qu'il raconte est effectivement présent ou pas. Comment accepter la réalité de ce trouble? Comment objectiver la subjectivité de cette douleur? Il n'y a que le médecin qui peut réussir ça. Mais le médecin seul, non. Ce médecin, il doit avoir au moins les fondements des différents aspects de la douleur pour réussir cette tâche. Et c'est le but d'introduire la psychologie dans la formation des futurs médecins. Alors, les éléments qui peuvent constituer la part psychique de la douleur aiguë, ils sont faciles à définir. C'est le contexte socio-économique. C'est le contexte familial. Est-ce que le patient est rejeté par le milieu familial? Est-ce qu'il y a une attention en excès par rapport à lui? Est-ce qu'il y a un renforcement? Est-ce qu'il n'a pas de milieu? Est-ce qu'il s'agit d'un patient qui vit seul? Le contexte affectivo-émotionnel. Est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques ou troubles de la personnalité en dessous? Est-ce qu'il y a un état dépressif qu'il faut définir et le mettre à vue? Deuxièmement, la composante cognitive. Certains patients ont un savoir, ont un bagage de connaissances. Et ces patients interprètent leur douleur à leur manière. Et donc, il s'agit de forts renseignements. Même si on a un savoir et des connaissances, on ne peut pas être médecin. Donc, il faut reformuler et il faut aider le patient à mieux comprendre son problème. Et donc, lui expliquer que c'est des idées fausses, qu'il faut lui clarifier la situation, lui expliquer que l'être humain est un tout, qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, et ainsi de suite. Donc, revenir sur cette question, c'est très important. Certains patients connaissent, et maintenant avec l'internet et tout ça, ils interprètent leur douleur à leur manière. Et donc, ils vont simuler un tableau clinique sans se rendre compte. Et là, c'est là où réside la grande difficulté. Maintenant, la composante comportementale. Il faut répertorier les différentes manifestations motrices et verbales du patient quand il raconte sa douleur. La modification de la mimique, le soupir, les attitudes inhabituelles qu'il prend, attitudes antalgiques, certains mouvements qui sont inhabituels, certains mouvements qui sont particuliers. Il faut essayer de les répertorier pour comprendre, pour essayer de comprendre la part psychique de la douleur chronique. On en est où sur le plan psychique chez ce patient qui fait une douleur chronique? Donc, je pense que on a été très clair, très simple. Il y a beaucoup de choses qui se répètent et c'est voulu. Et c'est ça, le comportement psychologique du médecin face à son patient qui fait une douleur, qu'elle soit aiguë, mais surtout une douleur chronique. Alors, les conclusions, j'ai dit conclusion avec S parce qu'il y a plusieurs éléments clés, plusieurs mots-clés qu'il faut retenir. Donc, c'est une histoire de synthèse. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a une relation entre douleur chronique et répercussions psychologiques. Donc, douleur chronique et émotion, ça on l'a dit, on le redit. Là, j'ai reporté tous les éléments clés. Deuxièmement, il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir dans la douleur chronique, qui ont un rôle important dans l'expression face à la douleur chronique, dans l'entretien de cette douleur chronique, et notamment l'entourage socio-familial, qui a un impact très important, et le contexte socio-économique. Maintenant, ce qui nous intéresse,
comment on va faciliter la prise en charge du douloureux chronique. L'élément clé, je l'ai dit et je le redis une fois, c'est la relation de confiance entre patient et soignant. Cette relation de confiance est difficile à réussir, mais il faut la réussir. Ce qui fait la différence entre prise en charge par le médecin ou alors prise en charge dans la rue. Donc, deuxièmement, la prise en charge, elle doit être pluridisciplinaire. Elle doit être pluridisciplinaire et là, le problème c'est quoi? C'est comment faire accepter aux patients une prise en charge pluridisciplinaire. Parce que le patient, quand on lui dit qu'on va vous confier au psychologue, il va prendre ça du mauvais côté. Il va penser qu'on est en train de le prendre pour un malade imaginaire. Or, il faut lui expliquer que les causes sont très variables et que la répercussion psychologique elle est obligatoire et que le corps est lié à l'esprit, le corps est lié au psychologique et qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. L'attitude médicale. Alors, le caractère subjectif de la douleur risque de minimiser ou d'accentuer le ressenti de la douleur. Qui va faire la part des choses, c'est le médecin. Le médecin ne doit pas se laisser dominer par cette subjectivité personnelle. On l'a appelée subjectivité individuelle. Vous vous rappelez? Donc il ne doit pas se laisser aller avec ça. Et pour qu'il ne se laisse pas aller avec ça, il doit connaître le profil de son patient, les antécédents de son patient. Il doit bien définir la personnalité. Il doit rechercher s'il y a des attitudes, des troubles psychiatriques en dessous. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans l'entourage. Quel est le niveau de vie? Quel est le niveau de connaissance? Quelles sont les relations familiales? Donc un ensemble de facteurs et qu'on ne peut pas tous les citer noir sur blanc. Et ça c'est l'expérience et le fait de travailler avec les patients sans armes. Ceci, donc, s'il va surestimer ou sous-estimer, on risque de négliger une maladie grave ou alors de surestimer une maladie bénigne et simple. Donc, essayez de percevoir l'aspect objectif et l'aspect subjectif, que j'ai appelé objectiver la subjectivité de la douleur. Pour tout réussir tout ça, bien écouter le patient. Prendre du temps avec lui. D'accord? La douleur est toujours un appel à l'aide, qu'elle soit objective ou subjective. Le rôle du médecin est d'y répondre à l'une ou à l'autre. Comment réussir tout ça? Il faut que le médecin doit penser systémique. C'est quoi penser systémique? C'est penser d'une manière globale. Prendre le malade dans sa complexité. Le malade il doit être pris dans sa complexité. Et donner au malade le pouvoir d'agir. Il doit être acteur dans sa prise en charge. On n'impose pas une prise en charge au malade. On le fait participer à sa prise en charge. Et le troisième élément, chacun est un cas. Personnaliser la prise en charge. Appréhender, c'est-à-dire le patient dans sa singularité. En intégrant les données de vie, sa personnalité, son milieu de vie et beaucoup de facteurs que j'ai déjà cités. Donc, pour réussir une prise en charge, il faut penser systémique, il faut faire participer le patient dans sa prise en charge. Donc il doit collaborer et donc il va adhérer à la prise en charge. Et enfin, individualiser la prise en charge. Chaque cas est un cas à part. Et donc je vous dis que la douleur appartient à celui qui la porte et non pas à celui qui la regarde. Et au fond, personne ne peut comprendre la douleur d'autrui s'il ne l'a pas éprouvé lui-même. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de courage.